Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Décideur du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Thomas, président de l'Agence de la protection des programmes, pour parler de la protection de la propriété intellectuelle à l'épreuve de la blockchain. Philippe Thomas, bonjour. Bonjour Arnaud. Quels sont les enjeux de la protection des logiciels et notamment de leur pays? Alors l'enjeu majoritaire, puisqu'on est dans un monde de business, c'est un enjeu financier. Et qui dit enjeu financier, dit valorisation. Et quand on parle de propriété intellectuelle, notamment du logiciel, le logiciel fait partie de ce qu'on va appeler les assets intangibles, qui vont contribuer à valoriser une société, de la tech. C'est-à-dire et notamment, ça va devenir vraiment essentiel quand cette société-là va avoir moins de chiffre d'affaires ou moins de profit. On va chercher quand même à la valoriser et son asset technologique va prendre part à cette valorisation et c'est important. Donc, cette valorisation, elle est d'autant plus forte si cet asset intangible, c'est ce logiciel, est protégé. Et c'est pour ça qu'on va lier vraiment un enjeu financier à une protection de propriété intellectuelle qui va devoir être forte et il va falloir mettre des mesures en place pour la protéger. Et quand vous parlez effectivement de à l'épreuve de la blockchain, c'est cette croyance qui émerge de plus en plus depuis quelques années sur le fait que la blockchain, qui est une technologie, peut apporter son lot de protection de propriété intellectuelle. Alors, elle a plein de vertus, puisqu'elle a démarré essentiellement, enfin tout le monde connaît la blockchain au travers du Bitcoin, donc des crypto-monnaies. Je pense qu'elle a une valeur forte pour tout ce qui va être transactionnel. Crypto-monnaie en est une. Ce qui va être autour aussi des smart contracts. Mais elle n'est pas chère. Mais elle n'est pas sans risque si on veut la dériver un petit peu pour l'appliquer sur la propriété intellectuelle. Pourtant, l'objet de la blockchain, c'est de sécuriser justement tout ce qui est propriété intellectuelle, non? Alors, l'enjeu primaire, c'est de prouver des transactions et de les chaîner, d'où la blockchain, pour en démontrer que personne n'a véritablement triché sans utiliser un tiers de confiance, donc une banque, un organisme étatique, et de dire avec la blockchain, tout est décentralisé, donc personne n'est au centre de la chose. J'ai un algorithme qui fonctionne, qui va prouver, au travers de ce qu'on va appeler un ledger distribué, qui va prouver que la transaction a bien eu lieu. Donc, ça a ses vertus, j'en conviens parfaitement. En revanche, quand on veut parler de protection de propriété intellectuelle, on est sur un niveau de protection qui se décline en plusieurs phénomènes. Et la première, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle la propriété. On parle de propriété intellectuelle, on parle de propriété. Et là, la blockchain, tout de suite, en fait, fait défaut. Pourquoi ? Parce qu'elle a deux forces probantes. Une qui va être la date, à partir du moment où on a fait typiquement la transaction, où on a déposé quelque chose. Et deux, son inaliénabilité ou son infalsifiabilité. Donc ça va être les deux preuves qu'elle va apporter. En revanche, elle n'apporte aucune preuve de propriété. Moi, je peux aller sur la blockchain aujourd'hui, faire une transaction de façon anonyme ou mettre le nom que je veux. Et tout de suite, on a un problème puisque je ne sais pas si je suis propriétaire et automatiquement, la jurisprudence, aujourd'hui, si on regarde tous les effets de jurisprudence où les juges vont dire moi, la blockchain, j'ai pas de preuve. Je suis déjà sur... j'ai des documents, ok, mais je n'ai pas de preuve que c'est vous le propriétaire. J'ai juste une preuve que ce document n'a pas été falsifié. Donc, on est déjà en dessous. On voit les difficultés. Alors, quels sont les risques de l'utilisation de la blockchain pour protéger un logiciel? Alors, ces risques sont nombreux. Et le premier risque, c'est de se dire, en fait, si j'en ai besoin de cette preuve en utilisant ma blockchain, j'arrive devant le juge. Et le juge me dit, et aujourd'hui c'est le cas dans tous les pays européens et même en Amérique, de dire pas suffisant, c'est pas une preuve. Donc en fait, le risque, c'est quoi ? C'est de penser que ça va être une preuve. Et alors que ça n'en est pas une. Alors que ça n'en est pas une. En tout cas, aujourd'hui, pour la propriété, ça n'en est pas une. Le deuxième risque, il va être lié à ce qu'on appelle la confidentialité et la pérennité. Pourquoi ? Parce que autant la blockchain est une technologie, autant pour arriver à cette technologie, j'ai besoin d'un fournisseur, d'un provider, qui va me dire vous inquiétez pas, je vous le mets sur la blockchain, je vous envoie le hash, le fameux hash, le calcul d'empreinte numérique, et c'est ça qui va vous servir de preuve. Le problème, c'est qu'on voit une émergence de petites sociétés qui pensent faire du business autour de ça, mais qui sont pas forcément pérennes. Donc, sur la douzaine de sociétés qui ont été créées depuis quelques années, il y en a déjà 2
qui ont mis la clé sous la porte. Donc vigilance sur ce point. Donc vigilance. Et 4 qui sont en difficulté financière. Donc on pense qu'on est complètement décentralisé, mais en vrai, en fait, on est déjà obligé de se recentraliser pour passer par une société qui va la mettre sur la blockchain. Donc, deuxième problème, c'est cette pérennité et la confidentialité associée. Si je fais appel à une de ces sociétés qui passe par la blockchain, est-ce que je suis confiant sur le fait qu'elle va bien me garder ma propriété intellectuelle, qu'elle va pas piquer des idées, que au niveau RGPD, elle va respecter? Est-ce que j'ai encore un risque là-dessus? Le troisième, c'est le risque cyber. Pareil, je fais encore une fois appel à la blockchain, mais avant la blockchain, à cette société qui, très souvent, n'ont pas les reins ou les épaules solides pour se doter d'une vraie structure de cybersécurité. Et là, pareil, j'ai un nouveau risque de me faire hacker, soit sur mes données, soit sur mes algorithmes, mon secret des affaires, etc. Le cinquième point que je voulais évoquer, ou l'autre point que je voulais évoquer, qui n'est pas fondamentalement un risque, mais qui me semble hyper important quand même, c'est le sujet de l'environnement. Aujourd'hui, la blockchain, à chaque fois qu'on veut caler une transaction, on va avoir des centaines de mineurs, on appelle ça des mineurs, donc des superordinateurs, qui vont, eux, aller calculer cet algorithme, ce hash, et le premier qui calcule, c'est celui qui gagne. Donc, eux sont rémunérés à chaque fois qu'ils sont premiers. Donc, on va avoir plein de superordinateurs qui vont computer, qui vont faire le calcul, et il y en a un qui gagne. Donc, on est sur des consommations énergétiques 600, 800 fois supérieures à ce que ferait un tiers de confiance. Donc, c'est pas environnement friendly, entre guillemets? Aujourd'hui, non. Alors, Ethereum travaille sur une nouvelle version, mais aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est dramatique, le power, la puissance qui est utilisée par ces machines. Voilà. Alors, dans le contexte que vous venez d'évoquer, dépôt auprès d'un tiers de confiance ou blockchain? Que choisir pour protéger ses droits sur un logiciel et pourquoi? Alors, avec ce que je viens d'évoquer, ça va être compliqué d'aller favoriser la blockchain, même si la question est en fait un petit peu décalée. Pourquoi je dis ça? Parce que le tiers de confiance est souvent une société de service. Alors, ça peut être un notaire, ça peut être l'APP, mais il y en a d'autres. Et la blockchain est une technologie. Donc, en fait, j'ai deux niveaux un petit peu différents. Donc, j'ai besoin d'un niveau au-dessus de la blockchain pour réaliser cette protection, faire ce dépôt de code source typiquement, ou dépôt de documents qui vont prouver ma propriété intellectuelle. Donc, j'ai déjà un petit décalage. Dans l'absolu, la blockchain peut amener cette force probante que j'expliquais, qui va être sur la date de création de l'événement numérique, enfin du document numérique, et qui va être sur l'inaliénabilité de ce document-là. Donc, on va voir ce côté-là. En revanche, comme j'expliquais auparavant, j'ai pas une vraie comparaison. Le fait de dire je passe par la blockchain n'est pas suffisant. Pour ceux qui aiment ce mot blockchain et qui aiment cette nouvelle techno, pourquoi pas dire ok, la techno m'intéresse, mais je fais confiance à un tiers de confiance. Je passe pas par n'importe qui. En d'autres termes, aujourd'hui, la blockchain n'apporte pas une protection suffisante pour les logiciels? Pas toute seule. Elle a besoin de quelqu'un pour le faire. Dans tous les cas, elle a besoin de quelqu'un pour le faire. Et ce quelqu'un, il faut que ça soit quelqu'un de confiance. Et donc, quelque part, ça nous ramène un petit peu à ce besoin de tiers de confiance, qu'il soit une agence, qu'il soit l'INPI, l'APP ou le notaire, mais quelqu'un de confiance. Sinon, le risque, et j'y reviens, le risque, c'est de se dire « Ah, c'est bon, j'ai déposé. » Et le jour où j'en ai besoin pour valoriser, la blockchain ne sera pas là. Et le jour où j'ai besoin parce que j'ai un litige ou un contentieux, elle sera de nouveau pas là. Alors, vous évoquez les litiges. Il peut y avoir un litige sur la propriété du code. Comment un tiers de confiance gère-t-il les éventuels litiges sur la propriété du code? Alors, il y a plusieurs moyens, mais c'est ce phénomène de service que le tiers de confiance va apporter. Ça me rappelle cette histoire d'historique Git. Alors, pour ceux qui sont moins tech, le Git, on va même ça GitLab, c'est la marmite dans laquelle on met tout le code. Donc, ce sont des outils qui sont collaboratifs, ça permet à plusieurs développeurs de contribuer, qui vont gérer les versions, gérer le déploiement. Mais sans rentrer dans cette technique-là, beaucoup de développeurs pensent que, puisque j'ai un historique de mon Git, je vais pouvoir prouver que c'est moi qui l'ai fait, j'ai la date dessus et que j'ai changé les versions. Alors que c'est pas le cas? Aujourd'hui, non, parce que en fait, je vais récupérer mon historique Git et je vais l'amener en cas de litige devant le juge. Et le juge va dire, mais c'est vous qui me l'amenez, mais vous êtes une partie prenante. Donc, pour moi, c'est pas suffisant. Le juge, lui, va dire, non, mais j'ai besoin d'un tiers de confiance. De la même façon qu'aujourd'hui, un investisseur, dans une levée de fonds, va dire, ok, est-ce que c'est bien protégé? Sur mon Git, non.
C'est pas la question, c'est est-ce que c'est bien protégé auprès d'un tiers de confiance, automatiquement. Donc, à quoi le tiers de confiance va servir? Il est tiers. Donc, quand il va devoir intervenir pour un litige, pour une valorisation, pour autre chose, on va lui faire confiance puisque c'est son métier, c'est son rôle. Alors que ce soit la blockchain ou un Git ou autre chose, malheureusement, ça n'a pas cette force probante du tiers de confiance. Alors, autre sujet qui est important, les mises à jour ou les itérations du code source. Comment le tiers de confiance gère-t-il ces mises à jour ou ces itérations du code source? Alors là, il va falloir une plateforme. Le notaire, malheureusement, là, va sortir du jeu puisqu'il faudra un tiers de confiance qui dispose d'une plateforme informatique qui va gérer ces versions. V1, V2, V3, telle date, telle date, telle date, et qui va permettre au final à la société éditrice de logiciels d'avoir un contrôle parfait de son historique, mais validé par un tiers de confiance. Donc ça va être aussi important dans la démonstration de l'originalité du logiciel, de la création de fonctionnalités, avec la date qui va bien. Un petit mot de conclusion? Alors la conclusion, c'est ce fameux tiers de confiance dont on va avoir besoin, qui va lui assurer ce triptyque datation, titularité et ce qu'on va appeler authenticité, inaliénabilité de l'élément déposé. Et là-dessus, qu'on utilise une techno blockchain ou une techno propre, l'importance en fait se situe surtout sur le fournisseur, donc le tiers de confiance ou la personne de confiance, la société de confiance qui va assurer ce dépôt et cette preuve de propriété intellectuelle. On va conclure là-dessus. Merci Philippe d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.